Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de pourquoi utiliser Gentoo aujourd'hui en 2022, quels sont les apports de cette distribution et aussi de ses inconvénients. Donc on va voir tout ça ensemble. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis sous Gentoo sur ce PC, en sachant que c'est une distribution sur laquelle j'ai beaucoup tourné. Ça doit faire peut-être au moins 5 ans que j'y suis maintenant dessus, avec quelques petits sauts de temps en temps pour découvrir ce qui se fait à côté. Mais c'est vraiment ma distribution de cœur, celle chez qui je reviens à chaque fois. À laquelle je suis extrêmement satisfait de par ses solutions, son approche. Il y a tout ce que je veux dessus. Voilà, donc on aura le temps de découvrir tout ça ensemble. Donc pour ceux qui connaissent pas Gentoo, c'est une distribution qui est née début des années 2000 par le créateur et fondateur qui n'est plus là malheureusement, qui a changé de projet. Daniel Robbins du coup qui est l'auteur de Gentoo et qui désormais travaille chez Funtoo du coup qui est une évolution entre guillemets de Gentoo qui garde au final la même approche. On aura peut-être le temps d'en faire une vidéo dédiée. Donc je vais pas plus m'étaler là-dessus. Mais effectivement, c'est une distribution qui a une vingtaine d'années, qui est au final assez ancienne quand on compare à ce qu'il y a aujourd'hui. Elle fait un petit peu partie des ancêtres. Elle est souvent vue comme distribution avec de gros guillemets experte, parce que les gens la comparent souvent à une LFS, qui au final est un petit peu le cas. Mais c'est surtout sa difficulté d'installation et d'utilisation qui rend, qui lui donne cette légende de distribution compliquée à installer et à utiliser. Et je vais vous montrer que c'est au final assez simple. Donc effectivement, comme certains le savent déjà, c'est une distribution un petit peu comme ce que propose Arch, c'est-à-dire qu'on a un système de base, donc avec toute une table de CH root. Je vous invite à voir effectivement la documentation qui est extrêmement complète là-dessus. Euh, on a aussi par ailleurs le projet que j'ai créé qui s'appelle Orchid Linux aussi, que certains youtubeurs ont déjà parlé, dont je suis le fondateur, qui permet effectivement d'installer Gentoo d'une façon un petit peu plus simplifiée. Il y aura à l'occasion d'ailleurs une vidéo dédiée sur ça. Mais effectivement, de base, c'est une distribution basique. Donc, comme j'ai dit, où on installe au final tout ce que l'on veut depuis zéro. On n'a pas de choix prédéfini d'environnement de bureau. C'est vraiment comme ce que propose Arch. Mais faut savoir effectivement que la grosse particularité de Gentoo, c'est qu'effectivement c'est compilé. Il n'y a pas de binaire, c'est-à-dire qu'en fait vous téléchargez les sources et c'est compilé directement sur votre machine, donc il n'y a pas de binaire rapide à l'installation. Ce qui peut poser problème sur certaines configurations qui sont un peu légères. Mais je pars du principe qu'aujourd'hui en 2022, on est au final autour d'une configuration qui est un peu plus élevée qu'auparavant, c'est sûr. Mais je pense que tout le monde a à peu près un 4 cœurs ou plus et 4 Go de RAM ou plus en termes de configuration. Et c'est à peu près le minimal au final pour compiler aisément. Même si bon, il y a des exceptions et il faut un petit peu plus de swap. Par exemple, si on a 4 Go de RAM, c'est un peu compliqué pour les bibliothèques GTK normalement. Mais bon, même moi avec 32, ça part aussi dans le swap, donc c'est pas forcément un argument valable. Mais effectivement, il y a quand même cet aspect de compilation qui peut rebuter certains utilisateurs. Parce que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps à l'installation. Je pense à Firefox, je pense aux mises à jour de GCC, ça peut en rebuter certains qui veulent pourquoi pas utiliser leur système de façon rapide tout de suite. C'est-à-dire on a besoin de GIMP par exemple, hop, on installe GIMP et enfin moi en tout cas sur ma configuration en 3 minutes c'est plié, mais bon c'est peut-être pas la même sur les autres configurations. Mais effectivement, ce qui fait la grande force de Gentoo, c'est au final sa faiblesse, hein, c'est clairement la compilation. Parce que en compilant, bien sûr, on a tout cet aspect optimisation qui est propre à notre processeur, c'est-à-dire qu'on peut jouer sur les instructions de GCC notamment. Si je vais faire un tour par exemple dans mon fichier etc portagemake.conf,
qui est le fichier central de Gentoo, bien sûr, je rappelle. Hop, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que ça soit plus clair. Donc là, par exemple, on peut voir que mon système est compilé avec cette option-là qui spécifie à GCC d'utiliser les optimisations nécessaires et utiles pour les processeurs Zen de version 3, du coup, de chez AMD. On peut voir qu'aussi on peut modifier le paramètre haut d'optimisation. Normalement le plus haut niveau logique est de O3, mais il y a certains paquets qui ne se compilent pas, donc moi je laisse comme ça. On a notamment aussi le nombre de cœurs qu'on peut attribuer à la compilation, donc en l'occurrence moi j'ai mis tous les cœurs du coup. On peut aussi choisir la langue des paquets, le support global du système sur certaines fonctionnalités comme Elzone, Network Manager ou Pulse Audio, ici c'est le cas. Mais ça c'est un petit peu particulier, j'en parlerai juste après. On a aussi le champ Video Cards du coup qui active ou désactive le support graphique, par exemple notamment sur Mesa pour certains paquets, ça peut être très utile. Par exemple sur les cartes Nvidia, on peut choisir soit nouveau soit le pilote propriétaire. On a aussi bien sûr le miroir sur lequel on va télécharger les paquets. Ça c'est une nouvelle option entre guillemets mais qui était là depuis quand même avant. C'est les jeux d'instructions supportés par votre processeur, donc effectivement ça permet d'optimiser ça. Et puis on a la configuration de Grub ici qui supporte l'UEFI, donc c'est normal hein, par rapport à ce qui est configuré sur mon système. Mais effectivement vous pouvez voir que là en l'occurrence Gentoo est une rolling release hein, bien sûr, donc c'est à dire que les paquets arrivent au fur et à mesure du temps, vous n'avez pas forcément de fixé de release. Même si je le dis souvent, enfin sur le Discord GLF normalement je l'ai beaucoup dit de fois, mais Gentoo c'est un peu une curative rolling comme on dit, c'est une rolling qui a un certain recul sur les sorties de paquets. Notamment par exemple on vient d'avoir Nano en version 6.2 alors que ça faisait facile 6-8 mois qu'on avait dépassé la version 6. Qu'on n'avait toujours pas chez Gentoo. KDE, là on a eu aujourd'hui la mise à jour de KDE 5.24.4 en l'occurrence, donc qui active le dernier environnement de bureau complet KDE. Il se donne toujours un recul pour éliminer au mieux les bugs, corriger ce qu'il y a à corriger. Et de toute façon en général on a, si vous voulez vraiment les dernières versions de logiciels, par exemple si on va sur le noyau par exemple, on peut voir que moi j'ai le 5.15.32 qui est celui de base, mais on peut très bien aller sur la branche 5.17 qui est aussi disponible. Vous pouvez voir aussi qu'on a d'ailleurs le noyau binaire hein, qui est utilisé sur Orchid. Moi en l'occurrence j'ai la version compilée parce que c'est que 5 minutes et ça permet d'optimiser quand même à ce niveau là. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez voir que notamment j'utilise l'outil EX hein, qui est pas intégré au système mais que vous pouvez installer séparément, qui permet de chercher les paquets et d'avoir vraiment énormément de détails. Donc effectivement, comme on peut voir aussi l'utilisation mémoire, là du coup j'ai Discord OBS d'ouvert, on est aux environs de 1,3 Go, du coup c'est très correct. Et en plus du coup, comme je l'ai dit précédemment, les optimisations qu'on fait sur le processeur avec ce que j'ai rajouté dans le mail.conf permettent d'avoir des binaires qui vont être un peu plus lourds, moins gourmands en RAM, enfin ça dépend pour certains, et plus rapide à l'exécution, donc c'est vraiment du bénéfice qu'on n'a pas forcément sur le binaire. Et aussi du coup ce qu'on a à l'écran permet par exemple de voir, enfin là c'est un petit peu un cas particulier du coup, mais de voir le système de use flag qui est propre à Gentoo et à la compilation en général, qu'on peut pas avoir avec les noyaux binaires. Je vais essayer de prendre un autre exemple, par exemple qu'est-ce qu'on peut prendre, Firefox. Là c'est un cas très parlant. On peut voir que Firefox et Firefox Bin sont disponibles. De base on est sur la branche ESR bien sûr. Et par exemple on peut voir que en fait tout ça ce sont des fonctionnalités qu'on peut activer ou désactiver uniquement grâce à la compilation, sauf la langue hein, bien sûr, qui est utilisable avec un paquet souvent externe sur les distributions binaires. Mais par exemple on peut voir qu'ici si on veut par exemple le Wi-Fi, et on compilera Firefox avec le support du Wi-Fi, ou avec le support de Wayland, ou avec le support de SE Linux,
ou avec le support de Pipewire et Wayland, du coup qui est regroupé sur Screencast. Avec LTO par exemple aussi. On doit peut-être avoir un flag système D, c'est possible. Non, je le vois pas. C'est parce qu'il doit rien en avoir à faire. Effectivement, on peut voir qu'il y a aussi un noyau hardened pour la sécurité, bien sûr. Et effectivement, c'est des fonctionnalités qu'on peut activer ou désactiver par paquet ou globalement au système. C'est-à-dire que si on veut par exemple un KDE full Wayland, eh ben on peut activer globalement le use flag Wayland pour avoir son support. Donc moi c'est vraiment ce qui me plaît chez Gentoo, même si j'utilise rarement cette fonction. C'est cette flexibilité qu'on a sur les paquets. Je prends souvent l'exemple de Remina par exemple, aussi qui est très parlant. Par exemple, on peut installer Remina sans le support du RDP. On peut installer Remina sans le support du SSH ou de VNC. C'est vraiment modulaire par exemple et ça permet de gagner du temps à la compilation, à la mise à jour, à l'exécution. Donc c'est vraiment suivant vos besoins, vous pouvez modifier les fonctionnalités du système et ça donne une certaine liberté assez satisfaisante. On peut voir aussi que par exemple, hop, on va faire un test d'installation du système par exemple, de paquets. Si j'installe par exemple bpytop, on peut voir que, bon là j'ai pas mis le mode verbeux, mais du coup il y a 3 dépendances, en sachant que j'ai pas mis le mode quiet aussi, donc vous avez toutes les lignes qui vont être affichées. Là en général c'est le paquet plus 2-3 librairies Python qui permettent l'exécution propre de tout ça. Donc on peut voir après, c'est un paquet assez léger mais qui est assez rapide à installer. Et on peut voir que par exemple, comme d'habitude, ça ne change pas suivant les distributions bien sûr. bpytop a les polices qui glitch, ça c'est propre à bpytop, du coup, avec console bien sûr, le support est complètement cassé. Il faut utiliser des autres polices, normalement je tourne avec Cascadia, et on n'a pas ce problème là, et on peut voir que par exemple les pourcentages glitch sur le côté bien sûr. C'était pas pour vous montrer ça à la base, mais effectivement on compile un paquet, on y accède tout de suite, en commande ou graphiquement bien sûr. Après ce qui peut être intéressant de voir, c'est le temps que prend certains paquets. Par exemple si on prend GIMP, on peut voir que GIMP a mis 1 minute et 47 secondes à s'installer. Si on prend Kdenlive, bon j'ai 32 cœurs après, on peut voir que Kdenlive a mis 53 secondes. Si je fais Firefox, on peut voir que Firefox a mis 8 minutes et 34 secondes à se compiler. Si je fais GCC, 17 minutes et 41 secondes. On a cet outil de Genloop qui est vraiment intéressant pour pouvoir comparer les temps de compilation, les évolutions suivant les améliorations qu'on fait. Si on active ou désactive par exemple le tiret-marche que j'ai montré tout à l'heure, on peut voir les performances là-dessus. Si on émerge plusieurs fois un paquet, si on fait la même commande que je vous ai montré, il vous montrera chaque fois que vous l'avez compilé. Du coup c'est assez simple pour comparer. Après il y a la question bien sûr de pourquoi est-ce que Gentoo c'est compliqué. Bah du coup c'est par rapport à tout ce que je vous ai montré, mais au final en termes d'installation c'est grosso modo une arche. C'est juste qu'effectivement ils ont des outils propres à eux, par exemple le système de profil qu'on peut voir juste là, qui en fait désactive ou active ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ce système de use flag de fonctionnalité par groupe. C'est-à-dire qu'en fait, de base, si vous prenez le stage de base, vous êtes là-dessus, donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas de support de X, graphique ou quoi. Par contre, là, on voit que moi, je suis sur le profil 8, du coup, qui est optimisé pour Plasma, qui active les bonnes choses Qt, les choses comme ça. On a aussi, par exemple, le 9, qui est la même chose, mais avec système D. Du coup, c'est assez modulaire là-dessus aussi. On peut avoir un ensemble de use flag qui nous convient. Au lieu de les mettre à chaque fois à la main, c'est un peu un gain de temps. Et c'est aussi la méthode recommandée, bien sûr. Après, on peut voir que on a un nombre pharaonique de paquets aussi. Bon, je vais peut-être pas le montrer avec EX, mais par exemple, on a ce très bon moteur de recherche de gpo.zugaina.org qui nous permet de naviguer à la fois sur ce que propose Gentoo et à la fois dans les overlays. Je prends souvent l'exemple de paquet de traceur, qui est un paquet un petit peu particulier, qui n'est pas disponible de base. On peut voir qu'on a l'overlay BGO Overlay qui le propose, l'overlay DDoS, qui sont effectivement une sorte d'AUR de Gentoo.
où il y a quand même une sorte de liste officielle où les gens sont répertoriés à l'intérieur. Mais c'est pas forcément vérifié, donc il faut également faire attention à ce qu'on installe, c'est un peu comme AUR au final, hein. Euh, mais ça sert énormément, surtout si on a un paquet qu'on ne peut pas se passer, ce qui est le cas en général de paquets de traceurs pour le coup, où on est obligé de passer par des solutions communautaires, comme les overlays. Ça sert beaucoup bien sûr. Après, en termes de maintenance, on a des updates à peu près. C'est difficile de vous donner un délai, mais facilement, enfin, moi en général, je fais les mises à jour une fois par jour, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça se fait assez rapidement, ça se trouve, il y a des mises à jour depuis que je les ai faites. Donc là, j'utilise pour le coup la commande de Xsync qui génère à la fois l'index de X plus emerge pour voir si on a des mises à jour nouvelles. Mais effectivement, les mises à jour sont pas critiques, c'est-à-dire qu'en général, on peut les faire une fois par semaine, le week-end. Si ça prend vraiment trop de temps, que vous n'avez pas envie de monopoliser votre PC pour mettre à jour, bah vous pouvez le faire une fois le week-end, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de maintenance à faire qu'une arche, c'est-à-dire qu'on n'a pas des choses qui cassent par-ci par-là. On n'a pas enfin on a rarement d'actions manuelles à faire, sauf en cas de grosses migrations. Là je vais regarder s'il y a des mises à jour, mais normalement ça devrait pas être le cas. Mais effectivement, ouais, vous avez pas ou peu d'actions manuelles à faire, et en général le système vous en informe si vous avez des choses à faire via le système de news qu'il y a là. Par exemple, si on fait eSelect newsread, hop, là on peut voir que ça nous affiche toutes les news au final. Par exemple, on peut voir que la dernière date du 19 avril, c'est pour les utilisateurs de système D, où ils expliquent une petite manipulation à faire lors d'un upgrade d'un certain paquet. Mais au final, on a rarement des problèmes là-dessus, et c'est averti via ce système de news qui est assez puissant, faut le dire. C'est vraiment sympathique. Euh, on a en fait beaucoup d'outils qui commencent par eSelect. On a eSelect News, eSelect Module, eSelect Kernel, eSelect GCC aussi qui gère bien sûr les versions de GCC. Si on fait un eSelect GCC list, il va nous montrer les versions, si on a différentes versions de GCC, les versions de Rust aussi. C'est assez complet en fait, on a souvent des outils qui sont là pour nous simplifier la vie. Et c'est assez pratique, ça facilite la maintenance, l'usage et la rapidité de compréhension du système au final, parce qu'on a moins de choses à faire à la main, c'est souvent guidé. On a aussi une très bonne documentation, comme je l'ai dit, le wiki de Gentoo est similaire ou comparable à la diversité de ce que propose Arch. On a une communauté qui est un peu particulière, parce qu'au final c'est clair que c'est un peu élitiste, clairement. Je vais pas vous le cacher, mais moi je fais pas partie de ces gens-là pour le coup. Je suis plus là en mode ouais, c'est une distribution comme une autre, c'est juste sa vision. Et ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus, bien sûr. Mais il y a souvent des mèmes, je vois des petits tacles qu'on fait sur la communauté de Gentoo. Mais c'est vrai qu'il y a souvent une image de distribution inaccessible, alors qu'au final, c'est pas forcément le cas. Voilà. En tout cas, moi, je vous invite à la tester. Il y a énormément de possibilités. Notamment au travers d'Orchid, qui vous fait gagner du temps à l'installation, mais vous verrez ça plus dans la vidéo dédiée, ça sera plus parlant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à tester Gentoo, pourquoi pas, et si vous avez le moins de soucis, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous aider également. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous et que cette vidéo aura été claire. Donc bonne soirée à tous et puis à la prochaine.